Voilà, comment on est au courant de ça? Par notamment les parents qui nous ont, à la première tribune que nous avions publiée en 2021, suite à une tribune que nous avions faite avec notamment Jean-Pierre Lebrun et Caroline Lachef et quelques autres, à propos de ce film Petite fille, voilà, où on voit dans ce film cet enfant dire qu'il est une petite fille, donc Sacha dire qu'il est une petite fille, et c'est pas tant cette famille qui posait problème, mais la manière dont ça a été filmé. Et l'idéologie de ce réalisateur, Sébastien Lipchitz, qui effectivement a filmé d'une certaine manière cet enfant. Et donc le montage nous a quand même frappé. Vraiment le mot est vraiment, on a été frappé. Certains ont été sidérés de voir à quel point, avec quelle facilité effectivement on pouvait embarquer un enfant dans ses idéologies et ses croyances. Voilà, donc c'est plutôt le discours, le montage, parce qu'un film c'est aussi un discours, ça dit quelque chose. Donc c'est le montage du film qui nous a interpellés, pas tant le fait que cette famille et cet enfant peut-être sera trans, peu importe, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la manière dont ça a été filmé. Donc, pour ça qu'on a parlé d'un film militant, voilà, ça s'inscrit dans une forme de militantisme, je pense qu'il ne le dément pas, Sébastien Lipchitz, il y a vraiment un militantisme, en tout cas LGBT, transactivisme, bon, pour la transidentité, le Télérama parlait d'une ode lumineuse, voilà, en parlant de ce film, et il n'y avait pas de critique, c'était des critiques très positives, voilà, tout à fait lénifiantes de ce film, et donc nous étions quelques-uns, en France et en Belgique, à nous interroger. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette promotion de la transidentité? Donc on s'est interrogé et on a publié une première tribune dans Marianne en janvier 2021. Et c'est là que nous avons eu beaucoup de monde, de parents, de professionnels qui sont venus vers nous en nous disant, mais les parents nous ont dit, mais bah justement, moi j'ai une fille, j'ai un fils, il se dit trans, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvent c'est des parents tout à fait ouverts, qu'on appelle progressistes, etc. Tout à fait ouverts à l'homosexualité, sans problème. Mais là, ils tombent des nues en entendant leurs gamins faire leur coming out, comme on dit. Coming out, c'est donc faire leur déclaration trans. Et ces gamins leur annoncent qu'ils sont garçons, pour les filles, qu'elles sont en fait un garçon, et qu'il faut maintenant les appeler Robin, si elle s'appelait Julie. Et voilà, donc les parents tombaient des nues en entendant ça, et il y en a, mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Et voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. En janvier donc 2021, on a créé donc l'Observatoire La Petite Sirène. Alors, pour avoir créé cet observatoire et publié les tribunes et le discours donc, que l'on tient aujourd'hui, nous sommes quand même très attaqués. Très attaqués, d'ailleurs on est étonnés ici, c'est tout très calme, voilà, mais à chaque fois qu'on fait, enfin ces dernières semaines, à chaque fois qu'on faisait une conférence, Caroline Eliachet donc était à Lille et effectivement il y a eu un assaut d'activistes qui ont fait un charivari, je crois que c'est vraiment le mot comme dit Nathalie Hennig, et donc elle n'a pas pu parler, voilà. La mairie de Paris a annulé on devait intervenir dans un colloque de la VIDZO sur les enjeux des parents dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Pareil, la mairie a annulé le prêt de salle à la VIDZO, qui est une association féministe, juive féministe, et donc nous n'avons pas pu faire cette conférence, nous devions intervenir dans un débat avec d'autres, nous n'étions pas seuls, et ça a été annulé par la mairie de Paris en disant qu'il y avait une suspicion sur nous de transphobie et que nous étions transphobes, etc. Donc la mairie ne pouvait pas s'engager puisqu'ils luttent contre les discriminations et sont aux côtés des personnes LGBT, nous aussi d'ailleurs, aux côtés des personnes LGBT, et tout à fait la lutte aussi, nous, contre la transphobie. Et c'est nous qui sommes accusés aujourd'hui de transphobie, pour dire simplement qu'il faut prendre du temps, que ces mineurs, ce sont des adolescents, donc en pleine métamorphose pubertaire, et qu'il faut simplement qu'ils attendent un peu avant de faire toute opération, en tout cas tout changement sur leur corps qui serait irréversible. Voilà, donc c'est simplement ça qu'on tient comme discours, c'est de dire, ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, juste qu'ils attendent un petit peu, parce que bloqueurs de puberté ou hormones, notamment Caroline en parlera tout à l'heure, la testostérone, ça a des effets irréversibles sur la voix notamment, et où des opérations, il peut y avoir des opérations chez les mineurs, des mastectomies notamment, il n'y en a pas eu d'autres, et même si c'est pas très nombreux, il n'y en a pas non plus tous des adolescents qui se disent trans ne font pas de mastectomie, mais même s'il y en a quelques-uns, c'est toujours quelques-uns de trop, surtout à cet âge-là. C'est tout ce qu'on dit, voilà. Mais sachez quand même que pour avoir dit ça, nous sommes très attaqués.
Et on est attaqué sur les réseaux sociaux, et effectivement par qui? Par ce qu'on appelle les transactivistes, qui ne sont pas toutes les personnes trans. Évidemment, puisque nous avons des personnes trans avec nous qui nous disent la même chose. Surtout, dites qu'il faut faire attention aux mineurs. C'est quand même un cheminement difficile. Il faut une maturité psychique pour faire cette transition. Une transition, c'est pas rien. Ça demande, voilà, quand même de savoir vraiment ce qu'on veut faire sur son corps. Donc, il faut juste attendre un peu. Et même des personnes trans nous le disent. Elles sont aussi frappées de transphobie, accusées de transphobie. Hein. On a même rencontré des associations trans qui étaient sur notre ligne. En tout cas, on était même étonnés que nous nous accordions sur pas mal de choses, notamment l'augmentation importante de jeunes filles qui s'identifient trans. C'est une augmentation, Caroline en parlera tout à l'heure, et qu'on dit exponentielle. Ça ne veut pas dire que tous les ados sont trans, c'est qu'on est parti de 0, quelque chose, et on arrive aujourd'hui, on estime alors aux États-Unis, entre 2 et 9%. Les chiffres, c'est entre 2 et 9% de jeunes qui s'identifient trans. Hein. Ce qui est beaucoup. En France, on n'a pas de chiffres. Hein, on a des chiffres de jeunes qui sont pris en charge médicalement, mais on n'a pas de chiffres de toutes ces jeunes qui s'identifient trans. Donc, mais il y en a plus qu'avant. Il y en a moins au moins un. Alors par classe, c'est difficile à dire, mais d'après des enseignants, il y en a au moins 1% élèves. Ce qui fait quand même, vous calculez, avant il y en avait un tous les 10 ans. Aujourd'hui, il y en a chaque année au moins 1% élèves. Vous voyez, donc c'est pas rien, et c'est vrai que les chefs d'établissement en parlent, on en parle un peu partout, voilà. Donc c'est pas tous les adolescents, hein, mais c'est quand même beaucoup plus qu'avant, voilà. Et ça interroge. Alors, il y a des dispositifs mis en place pour l'aide. En France, il y a une circulaire Blanquer pour aider l'inclusion, parce que c'est un mot... aujourd'hui, de l'inclusion, inclure toutes les minorités, les enfants qui sont en difficulté, etc., et notamment les enfants transgenres. Donc, il y a une circulaire qui est parue l'année dernière pour faciliter, pour aider les élèves qui sont les élèves transgenres. Voilà. Donc, comme il y a une circulaire, effectivement, les enseignants se posent des questions. Comment on fait? Parce que dans la circulaire, heureusement, il faut l'accord des parents pour les changements de prénom. Mais parfois, c'est sans l'accord des parents que certains adolescents se font appeler par un prénom du sexe opposé. Donc, notamment comme c'est les filles, beaucoup, voilà, des parents apprennent qu'on a changé le prénom de leur fille à l'école. Et en fait, les enseignants veulent bien faire. On leur dit, bah, écoutez, au début d'année, l'adolescente arrive en disant « appelez-moi Oscar ». Et l'enseignant, comme elle dit « je suis trans », l'appelle Oscar. Vous voyez, alors que normalement, il faut l'accord des parents. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique. On vient de recevoir aujourd'hui les détails par un avocat qui est contacté, qui dit la même chose. Il faut le micro. Ah. On va essayer de rester, on fera les... Oui, d'accord. Attendez, j'ouvre. Donc, alors, je voulais juste vous... là, c'était juste un propos liminaire pour vous dire, redonner un peu le contexte de notre conférence aujourd'hui. Caroline Elchev va poursuivre après sur les enfants et puis, voilà, tout ce qu'on mène depuis maintenant presque 2 ans, et je voulais simplement vous donner, parce que quand on a été invité, effectivement, Florence m'a dit que ça serait intéressant de parler du transactivisme et de l'impact sur les mineurs. Alors, je vais vous donner des propos de parents, parce que c'est toujours intéressant d'entendre les parents. On a beaucoup de témoignages de parents. Et alors, il y a une mère, alors ça, c'est une mère d'un jeune majeur autiste. Justement, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes vulnérables qui présentent une psychopathologie, qui s'identifient trans, plus peut-être avec, voilà, qui vont trouver effectivement des solutions, une perméabilité aux idéologies, peut-être plus que d'autres jeunes. Voilà, mais alors, ce jeune a, donc c'est un jeune, donc c'est des parents d'un jeune autiste de 20 ans, qui lui donc se considère à la fois non-binaire et trans. Peut-être qu'il faudrait expliquer, c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est que non-binaire. Alors, non-binaires qui sont ni hommes ni femmes. Voilà, ils sont ni hommes ni femmes ou les deux en même temps. Alors, en principe, c'est une bonne évolution. Je trouve que d'abord, quand on se dit trans et non-binaire après, ou fluide de genre, c'est pas inintéressant parce qu'au moins il y a moins de risque de faire une transition médicale, parce que comme ils sont les deux, il faut aussi être femme et homme, donc il n'y a peut-être pas besoin de changer son corps. Ce qui est, je trouve, une évolution intéressante de celui qui s'est dit trans d'abord. Mais là, lui, il se dit à la fois non-binaire et trans.
Il veut faire une transition. Donc c'est un garçon là, autiste. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il y a pas mal d'enfants autistes qui s'identifient trans. Et il a dit à ses parents, donc vous n'avez pas d'élèves, et il trouve ses parents trop hétéronormatifs et transphobes. Et il est passé, me dit la mère, d'une radicalité à l'autre, de l'anarcho-libertalisme vegan au transactivisme. La mère me dit, les réseaux sociaux, c'est sa paroisse. On a l'impression d'un endoctrinement. Intéressant les mots quand même des parents. Depuis qu'il est rentré donc dans une école, je donne une école, peu importe, en tout cas autour des arts, etc. C'est Instagram qui lui a fait connaître des amis, me dit la mère. Et la mère me dit, on va avoir du mal à lui pardonner. Lorsqu'il nous a balancé ça, j'ai l'impression d'avoir été témoin d'un attentat. Intéressant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des crises classiques chez ce jeune, et ça aussi dû à ses difficultés, aussi, voilà. Et elle dit, un jour après une dispute, leur fils était très très énervé, et il leur a mis sur la table le soir le CERFA de l'ALD 31. Voilà, qui est le protocole. Alors, chez nous, l'ALD 31, c'est donc le protocole de transition avec toutes les étapes. Donc, l'ALD, c'est ce qui va permettre une prise en charge en France. C'est l'affection longue durée. Voilà, ALD, affection longue durée. Et c'est ce qui permet. Formulaire CERFA, ça ne s'appelle pas comme ça chez vous? Non. On parle une. Voilà, c'est formulaire de l'État, donc pour une prise en charge par la sécurité sociale de la transition médicale en fait. Donc c'est pour que le traitement soit remboursé. Alors à 100%, à 100%, ouais. Alors ce qui est intéressant, il faut le savoir, l'ALD normalement 31 doit réunir, je vous donne les points cumulativement, 2 conditions. Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave. Alors de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant. Ou alors, deuxième point, un traitement d'une durée prévisible supérieure à 6 mois est particulièrement coûteux et nécessaire. Donc, c'est quand même intéressant parce que ces personnes disent que ça ne rentre pas dans la pathologie. C'est pas de la pathologie, c'est une façon d'être soi-même, de s'autodéterminer donc, et d'être soi-même. Donc, il n'a rien à voir avec la maladie, mais il faut la LD 31. C'est quand même intéressant, le paradoxe aussi. Voilà, donc, voilà, tu en parleras peut-être tout à l'heure aussi de cette question de l'affection, le paradoxe aussi entre la psychiatrie, parce que le diagnostic, jusqu'à présent, c'était le diagnostic de dysphorie de genre. Là, maintenant, il va y avoir un changement, ça va être incongruence de genre et même variance du genre, pour complètement dépsychiatriser, parce que ça n'est pas une maladie, ni maladie mentale, ni maladie c'est pas de mes maladies, mais il faut des médecins. Donc c'est intéressant quand même aussi le paradoxe là, voilà. Alors elle en parlera tout à l'heure, Caroline. Je voulais quand même vous donner, et ça me paraît vraiment intéressant, un autre témoignage pour vraiment planter un peu le décor. Je l'ai retranscrit entièrement et puis j'en ai résumé parce qu'il y a une vingtaine de pages de retranscription. C'est dans Rebelles de genre, ce sont des féministes donc, qui interrogent des détransitionneuses. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est des détransitionneurs. Alors quand vous devenez, les personnes qui font leur coming out pour devenir fille ou garçon, donc si une fille fait son coming out garçon, elle peut soit faire une transition sociale, donc se déclarer garçon, choisir dans ce cas-là un prénom, un nouveau prénom en congruence avec son genre, c'est-à-dire si elle dit garçon, un prénom masculin, et le nom son nom est considéré comme son prénom à l'état civil est considéré comme un dead name ou un morinom, un nom mort, c'est-à-dire à ne surtout pas utiliser. C'est-à-dire si vous prononcez le prénom, ils font une crise pas possible, et c'est être transphobe que d'utiliser le prénom de naissance, c'est le prénom tout simplement habituel, c'est le prénom usuel. Donc voilà, donc c'est la transition sociale, c'est le déclaré, c'est le déclaratif d'ailleurs. Je suis ce que je dis, donc je suis garçon, c'est vrai. Je suis garçon, voilà, je le déclare. Il y a tout ce rituel quand même de passage où je déclare sur les réseaux sociaux ou en groupe d'amis, je déclare que je suis garçon, c'est même pas trans, je suis garçon, je me choisis un nom de baptême, entre guillemets, parce que ça relève quand même un peu des croyances aussi, et donc je suis garçon et je vis comme un garçon. Donc la famille doit adhérer
il n'y a pas de doute. La famille ne peut pas ne pas adhérer. Parce que la communauté lui dit, si ta famille n'adhère pas, ils sont transphobes, tu quittes la famille. Voilà. Et c'est arrivé à des jeunes quand même, qui ont parfois 14, 15 ans, dont on a les témoignages, où on leur a demandé de couper avec la famille. Quand même pas rien. Hein. Nous, on a les témoignages, effectivement. Il y a parfois eu des fugues, il y a parfois eu... Alors, ils ont des lieux où aller. Hein. On a notamment, on a des témoignages de différents, notamment en Suisse, par exemple, une jeune qui nous a témoigné qui avait 15 ans, qui est partie dans une association transactiviste, qui a été, voilà, et qui nous a ensuite désisté, c'est-à-dire qu'elle a fait une transition sociale, et quand on désiste, c'est qu'on n'avait pas fait de transition médicale. Mais ils peuvent faire aussi une transition médicale. Donc, il y a des associations qui peuvent accueillir. On les accueille quand leur famille est transphobe, c'est-à-dire qu'ils sont plus dignes d'être des parents, puisqu'ils sont mauvais et ils sont plus aimants. Alors qu'évidemment que les parents, quand ça leur tombe dessus, quand elle vous dit cette mère c'est un attentat, c'est vraiment un attentat. Les parents sont sans du tout, ils n'avaient jamais entendu parfois parler de ça, ils se demandent ce qui leur arrive. Alors maintenant ils lisent notre livre. Voilà, ils lisent notre livre, je vous remercie, on a un peu compris, parce que nous on parle d'emprise sectaire. On prise quand même d'un phénomène de type sectaire. Voilà, on est prudent sur la manière de dire, mais ça rappelle quand même beaucoup, je parle de nébuleuse sectaire. Vous voyez, voilà, il n'y a pas un gourou, mais c'est plutôt des influenceurs disparates sur les réseaux qui embrigadent d'une certaine manière les jeunes. Bon, quand ce sont des adultes qui ne sont pas avec ces problématiques psychopathologiques, parce que là aussi, le jeune que je vous dis, il a 20 ans, mais il est quand même autiste, donc c'est quand même une difficulté. Si ce sont des adultes qui font le choix, mais qui fassent le choix qu'ils veulent, ils sont adultes, ils sont majeurs, vaccinés, ils ont le bac, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas notre problème. Nous, c'est de dire quand même que chez les mineurs, ça pose question. Voilà. Et surtout de désavouer comme ça les parents. Je trouve que c'est quand même très très compliqué et qu'on conseille ça à des jeunes qui sont quand même sous emprise et ça rappelle quand même, ça rappelle quand même certains phénomènes de radicalisation. Hein. Moi, on a des collègues qui travaillent avec nous, qui travaillent aussi avec les radicalisations islamistes, ça rappelle quand même ça. Et, vous voyez, au niveau du discours, ils sont complètement embarqués et il n'y a plus de moyen de les raisonner. Donc c'est assez frappant, hein, et c'est ça, on a comparé, vraiment mutatis, comme on dit, j'ai une spécialiste ici des radicalisateurs, donc évidemment, voilà, je pense qu'il faut bien garder les différences, mais il y a des ressemblances aussi. Et c'est vrai quand les parents, d'ailleurs les parents nous disent, mais on a l'impression qu'ils étaient radicalisés. Donc le mot est venu des parents, et nous sommes cliniciennes, et c'est vrai que c'est très intéressant les mots des parents. Je trouve que c'est intéressant, et le mot secte est venu des parents. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on avait proposé secte. Quand notre collègue, ce parent de Suisse, Frédéric Spicher, qui ne cache pas son nom parce qu'il a créé une association, il m'avait dit en février 2021, mais quand je suis allée à l'hôpital et on m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous voulez, c'est pour sa fille, hein, qui avait 15 ans à l'époque, vous voulez une fille morte ou un garçon vivant ? En gros, voilà, vous n'avez pas le choix, quoi. Soit elle se suicide, soit vous accédez à la demande, ne cherchez pas. Et donc, quand il a entendu ça, il a compris. En fait, lui, il a compris et il a réussi à... Sa fille est désisteuse aujourd'hui, donc elle est... Voilà. Donc, je voulais vous redonner un peu... La détransition, c'est... La détransition, donc transition, c'est transition médicale aussi. C'est avec soit bloqueur de puberté, ensuite testostérone pour les filles ou oestrogène pour les garçons. Il y a moins de conséquences, mais toi tu le diras après pour les garçons, mais pour les filles il y en a beaucoup plus. Et voilà, c'est en général hormones ou chirurgie, parce que parfois ils ne veulent pas d'hormones et ils veulent une chirurgie. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a, on a 200 quand même, il y a 200 et quelques chirurgies en France, il y en a quand même pas mal, moi je pensais qu'il y en avait moins. On est quand même à 200, ce qui n'est pas non plus beaucoup, mais c'est quand même 200. Mastectomie, ça s'appelle, alors ils ont euphémisé en torsoplastie. C'est intéressant l'euphémisation des mots, Rastier le montre très bien, en parlant de torsoplastie, qui ne veut rien dire, on ne comprend même pas, mais mastectomie, c'est tout simplement ablation des seins. Pour Nicole Théa, qui le dit depuis, avec qui on travaille, elle parle de mutilation sexuelle. Nicole Théa, qui est gynécologue, endocrinologue, qui travaille avec nous et qui a publié un livre « Changer de sexe, un nouveau désir », voilà, dit clairement, et c'est vrai qu'on est du côté de... Enfin, c'est quoi si ce n'est pas une mutilation d'organes sains, quand même. Bon, donc voilà, alors... Bon, si ce sont des adultes qui font ça, encore une fois, il y a toujours eu des transsexuels, c'est pas un problème. Là, on n'a pas affaire à la même population, vous voyez.
Et alors, je voulais vous présenter quand même et après je passerai la parole à Caroline, ce témoignage d'une, vous le trouvez, hein, c'est une vidéo et j'ai extrait quelques fragments qui sont quand même intéressants. Elle est maintenant majeure, c'est une jeune majeure, elle est belge, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce cas. Elle s'appelle donc Éléonore, elle a 26 ans, elle dit « Je travaille dans l'administration, j'habite Bruxelles ». Elle dit « Je souffre depuis très longtemps d'un trouble bipolaire de type 1. Donc ça veut dire qu'il y a des manies très très hautes et des dépressions très très basses. Hein, j'ai des délires et un trouble psychotique un peu annexe dont on n'arrive pas tout à fait à déterminer la cause. Du coup, aujourd'hui, je viens témoigner pour démontrer par ma propre expérience que l'idéologie du genre et le transactivisme, ce n'est pas seulement un danger pour les femmes et pour les personnes LGB, mais c'est également pour les personnes souffrant d'une maladie mentale et de troubles mentaux et qui sont tout simplement dans une confusion. C'est très intéressant ce témoignage. Et des problèmes de dissociation et de psychose. J'ai notamment eu un premier épisode paranoïaque à 7 ans. Et comme beaucoup de jeunes filles, j'ai aussi souffert de troubles alimentaires, donc d'un rapport avec mon corps qui était très problématique, qui a été causé aussi par le fait que ma mère a été danseuse pendant très longtemps. Donc pour elle, les corps maigres, c'est vraiment la base de la beauté féminine en tout cas. Et en même temps, elle me disait que je n'étais pas aussi féminine que ma sœur. Donc voilà, ça a beaucoup joué sur l'image que j'avais de moi-même. Mais la première très grosse dépression est survenue à 17 ans. Puis j'ai fait une manie à 19 ans, avec délire cette fois. Donc je me prenais pour l'élu de Dieu. Puis j'ai fait une autre dépression à 21 ans, en fait, avec le même délire. Mais à ce moment-là, c'était un peu renversé. Il fallait, en fait, que je me suicide pour rejoindre Dieu. Parce qu'il me rappelait à lui, entre guillemets. Et puis, entre ces gros épisodes, il y avait énormément de dissociation. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, dit-elle, ce qu'est la dissociation, il s'agit en fait d'un trouble qui est typiquement associé à un stress post-traumatique, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui est lié à la schizophrénie, par exemple. Il y a 2 types de dissociation. Et elle explique, c'est marrant, elle a quand même une analyse aussi de ce qui lui arrive, ce qui est pas mal. Il y a la déréalisation, qui est un sentiment d'étrangeté vis-à-vis du monde extérieur, et la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'on va regarder nos bras, nos mains, on va regarder nos jambes, notre corps, à l'analyse, vous voyez tout ça dans l'après-coup, et on va dire, il me semble étrange, comme si ce corps ne m'appartenait pas, comme si j'habitais un corps qui n'était pas le mien. Même chose pour le visage. Moi, je regardais mon visage dans la glace, par exemple, et je ne me reconnaissais pas du tout. Enfin, je ne me reconnaissais pas. On est conscient du fait que ce visage est le nôtre, mais en même temps, on ne le reconnaît pas. C'est important ce qu'elle dit, parce que je pense que beaucoup de jeunes se trouvent dans cette situation. Et en même temps, on a l'impression vraiment comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, quoi. Et ça, c'est vraiment un point important, j'ai envie de le souligner, parce que ça va revenir après. Et donc, en gros, la vraie première confrontation avec le transactivisme, dit-elle, ça a été pendant ma première dépression. Je souffrais justement d'une énorme confusion mentale qui est typiquement associée à la dissociation et à la dépersonnalisation. Du coup, aussi. Et donc, j'avais aussi à ce moment-là un sentiment intense de dépersonnalisation. Quand même très intéressant ce qu'elle nous dit, parce que dans ces moments de fragilité, elle rencontre, vous voyez, elle est appelée effectivement sur les réseaux sociaux, les discours lui parlent, et du coup, comme elle a pu être appelée par Dieu, elle est appelée là par autre chose, par le transactivisme, etc. Donc, elle dit, j'étais vraiment au fond du trou, vraiment dans une confusion mentale, et donc, voilà. Donc, elle dit, elle est entrée là-dedans comme ça, hein. Elle est entrée comme on entre en religion. Elle dit, elle a changé son nom, elle a changé son corps, j'ai changé de visage et on change sa voix et on enterre littéralement son passé. Et ça rappelle quand même les formes de radicalisation aussi. On met un trait quand même sur le passé pour être un autre, c'est une autre personnalité, quelqu'un d'autre, et on fait fi de son passé et donc fi de sa famille aussi. Ça rappelle quand même certaines choses. Voilà. Donc je vais passer la parole à Caroline et la chef. Mais peut-être quand même pour vous dire que nous n'avons pas l'once d'une critique par rapport à ces jeunes dont nous voyons bien aujourd'hui que, comme à toutes les époques, ils trouvent dans la société les moyens d'exprimer leur malaise. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. Alors maintenant, qu'est-ce que la société en face leur offre ? C'est ça en réalité notre problème. La question aiguë que nous nous posons, et malheureusement je n'ai pas la réponse, c'est comment se fait-il que
un certain nombre de médecins, pas tous bien entendu, un certain nombre de médecins dans les pays les plus divers se soient laissés totalement embarquer dans cette idéologie. Ça, c'est vraiment, pour moi, maintenant, le cœur du problème. Alors, je crois qu'on peut le comprendre enfin, il faut plusieurs... je n'ai pas, si je le savais, si je pouvais vous répondre, voilà, c'est pour ça, je le ferais, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc... Et donc, je suis obligée de prendre le sujet de différentes manières. Comme ici, vous avez évoqué le wokisme, je vais peut-être essayer de vous montrer assez rapidement le lien avec le wokisme. Alors, je dois dire que le livre de Jean-François Braunstein, qui est sorti maintenant, qui est peut-être venu déjà vous voir. Bientôt, janvier. Il vient en janvier, oui. Très bien. Alors, il pourra vous en parler. Donc, son livre s'appelle La religion woke, qui est un livre remarquable et extrêmement clair. Donc le wokisme touche les femmes, la race et le genre. Et il montre que de son point de vue, c'est une religion. Et c'est pas, je ne vais pas aller tellement dans ce sens, bien que je trouve sa démonstration assez pertinente. Mais ce qu'il montre surtout et qui nous intéresse davantage, c'est que ça soit la race ou les femmes, ce sont des sujets anciens qui sont d'une certaine manière remis au goût du jour par le wokisme, les éclairés. Le genre, c'est quelque chose de nouveau. Le genre, c'est nouveau. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on parle du genre. Et donc, dans la question du wokisme, la seule chose véritablement nouvelle, c'est la question du genre, dit-il. Et donc, et ça permet, par cette voie-là, d'attaquer complètement, en particulier, la science. C'est-à-dire, si vous êtes éveillé, il n'y a plus deux sexes, il y en a 36, et surtout, on ne peut plus dire qu'il y a deux sexes, sauf à être accusé de mille choses. Donc, il s'agit de gommer la science, et voilà, et de développer, non seulement de gommer la science, mais d'imposer à tous ce que l'on pense, de déconstruire, pas seulement de déconstruire, mais d'utiliser des moyens comme voilà, l'agitation, la censure, la menace, etc., pour imposer à tous ce que l'on pense. Alors, c'est d'autant plus surprenant quand on essaie de déconstruire la science que précisément des médecins les médecins ne sont pas forcément des grands scientifiques, mais quand même, c'est d'autant plus surprenant que des médecins aient adhéré à ce point à ça. Alors, on peut le comprendre aussi en se disant que quand ça a commencé, ça fait assez longtemps, les médecins étaient d'une part, enfin se considéraient, et probablement à juste titre, dans le camp du bien. Dans le camp du bien, avec des jeunes qui se considéraient, eux, comme souffrant de ce qu'on n'arrivait pas à accéder à leurs désirs, et faisant partie également d'une minorité, et d'une minorité donc de victimes. Donc vous voyez que la souffrance, la victimisation, être dans le camp du bien, ça fait une sorte d'ingrédient de mayonnaise qui a pris au niveau des médecins. Il faut dire aussi que, au départ, les médecins recevaient peu de jeunes. Et au fur et à mesure des années, certains d'entre eux ont aperçu le fait que, d'une part, les choses changeaient. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Céline vous l'a dit, d'abord l'augmentation des demandes, l'inversion du ratio, et troisièmement, le fait que, comme Céline vous l'a montré, des jeunes souffrant de pathologies psychiatriques avérées avant étaient de plus en plus nombreux. Et donc, tout ce qui a été mis en place, disons, il y a 30-40 ans, jusqu'à ces dernières années, c'était des directives qui concernaient en réalité très peu de jeunes, et ces directives avaient été élaborées pour des jeunes qui, effectivement, n'avaient aucun trouble psychiatrique avéré. Voilà. Et donc, ils ont continué. Lorsque nous sommes
sauvagement attaqué, on va dire, parce que quand même en une semaine, on a eu trois conférences annulées. Moi, je veux dire qu'à la fin de la semaine, j'étais un peu fatiguée de ne pas avoir fait les conférences. D'habitude, je suis fatiguée d'avoir fait une conférence, mais là, j'étais plutôt fatiguée de ne pas l'avoir fait. Ce qui nous paraît à nous tout à fait extraordinaire, c'est que finalement, ce que nous... Bah, vous voyez, les voilà. Zut, je vais être fatiguée. Filme-moi. Florence. Appelez la police. Il y a des